C'est la deuxième fois que nous organisons ce cours. Nous l'avons organisé l'année dernière dans une version plus petite. Il s'agissait d'un cours de 6 unités de valeur, dispensé une fois par semaine. Et principalement praticien de l'industrie, de Morgan Stanley, parlant d'exemples de la façon dont comment les mathématiques sont appliquées dans la finance moderne. Nous avons obtenu une bonne réponse l'année dernière. C'est pourquoi, avec le soutien du département de mathématiques, nous avons décidé d'étendre ce cours. Mathématiques, nous avons décidé d'étendre ce cours à 12 unités de crédit et de l'organiser 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Nous avons donc des cours tous les mardis et jeudis après-midi de 14h30 à 16h, comme vous le savez, dans cette salle de classe. Vous le savez, dans cette salle de classe. L'année dernière, le docteur Vasily Strola et moi-même, au fait, je suis Jacques Chia et c'est le docteur Vasily. Et nous étions les principaux instructeurs l'année dernière. Aujourd'hui, nous avons doublé le nombre d'instructeurs. Instructeurs principaux. Il s'agit du docteur Peter Cantorn et du docteur Kumbam Lee. La raison pour laquelle nous avons doublé le nombre d'instructeurs principaux, c'est que nous avons ajouté de nouveaux cours de mathématiques, principalement axés sur l'algèbre linéaire, les probabilités et les mathématiques. L'algèbre linéaire, les probabilités, les statistiques et un peu de calcul stochastique. Afin de vous donner les bases pour comprendre les mathématiques qui seront utilisées dans ces exemples dans les conférences enseignées par les praticiens de l'université. Les cours magistraux dispensés par des praticiens de l'industrie. L'objectif de ce cours est vraiment de vous donner un menu d'échantillonnage pour voir comment les mathématiques sont appliquées dans la finance moderne et vous aider à comprendre comment les mathématiques sont appliquées dans la finance moderne. Les mathématiques sont appliquées dans la finance moderne et de vous aider à décider si c'est un domaine qui vous intéresse. Vous seriez voire recordé, merci d'avoir utilisé Webex. Nous vous invitons à visiter notre site internet à l'adresse www.webex.com. Jack Xia, ok, vous avez entendu. J'espère que cela vous donnera suffisamment d'informations pour décider que c'est un domaine que vous aimeriez explorer dans votre future carrière. Qu'il s'agit d'un domaine que vous aimeriez explorer dans votre future carrière. En fait, l'année dernière, lorsque nous avons terminé le cours, quelques étudiants sont venus travailler dans l'industrie. Certains travaillent chez Morgan Stanley, d'autres ailleurs. C'est donc vraiment l'objectif. Et en même temps, évidemment, vous renforcerez vos connaissances en mathématiques et apprendrez de nouveaux contenus. Vos connaissances en mathématiques et apprendre de nouveaux contenus. Et nous avons mis la condition préalable concernant la partie mathématique un peu plus tard. Je vais donc utiliser le temps de la première conférence d'aujourd'hui pour vous donner une introduction, en fait, pour vous préparer à acquérir des connaissances de base sur la finance. Quelques connaissances de base sur les marchés financiers. Certaines terminologies seront utilisées. Terminologies seront utilisées que vous n'avez peut-être jamais entendues auparavant. Avant d'entrer dans l'introduction, j'aime toujours savoir qui est dans la salle de classe, alors permettez-moi de vous poser quelques questions. Je vais donc vous poser quelques questions. Il vous suffit de lever la main pour que je sache à peu près quelle est votre formation et où vous êtes. Combien y a-t-il d'étudiants de premier cycle ici? Je dirais 80%. Combien y a-t-il d'étudiants de troisième cycle? Combien y a-t-il d'étudiants de troisième cycle, juste pour vérifier? Oui, c'est à peu près ça, 20%. Et combien d'étudiants en finance et en commerce? Un seul. Et combien d'entre vous sont en mathématiques? La plupart d'entre vous. Combien d'entre vous sont des ingénieurs? À quelques-uns. Combien d'entre vous viennent d'autres universités? Super, parce que l'année dernière, nous en avons eu pas mal. Je tiens donc à vous dire que vous êtes les bienvenus pour assister au cours ici.
Les cours ici. C'est donc une porte ouverte. Et l'année dernière, je me souviens que nous avons eu quelques étudiants de Harvard. C'est d'ailleurs là que je travaille en ce moment. J'ai oublié de le mentionner, mais je suis affilié à la fois au département de mathématiques et à l'école Sloan. En tout cas, merci pour cela. Quoi qu'il en soit, merci pour cela. Nous ferons un peu plus de sondage en cours de route, principalement pour savoir ce que vous pensez du cours. Le cours. L'année dernière, nous l'avons fait en ligne, donc si vous pensez que le cours va trop vite, ou que la partie mathématique est trop difficile, vous pouvez vous inscrire en ligne. Ou que la partie mathématique est trop lente, ou que la partie financière est un peu confuse, le moyen le plus simple est d'envoyer un email à l'école. Le moyen le plus simple est de nous envoyer des courriels, que vous trouverez sur le site web de la classe. De la classe. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Vasily Strela, et nous avons tous reçu des courriels du MIT. Jack Ixia, oui. Nous avons tous des courriels du MIT, qui sont indiqués sur le site web. Vasily Strela. Jack Ixia, et bien sûr, nous avons des bureaux ici. Vous pouvez facilement vous arrêter au bureau de Peter et de Kumbom. Vasily et moi serons probablement moins souvent sur le campus, mais nous serons assez souvent ici. Mais nous serons ici assez souvent et nous aimerions bien être plus nombreux. Quoi qu'il en soit, je commencerai le cours d'aujourd'hui par une histoire, avec un quiz à la fin. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'une vraie histoire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un vrai quiz. Je vais juste vous poser quelques questions, vous pouvez lever la main et donner votre réponse. Main et donnez votre réponse. Mais permettez-moi de commencer par mon histoire. Il s'agit en fait de mon histoire personnelle. Je vous dirai plus tard pourquoi je raconte cette histoire. Mais l'histoire. L'histoire se passe au milieu des années 90. Je venais de quitter Salomon Brothers, c'était mon premier emploi dans le secteur financier, pour rejoindre Morgan Stanley à New York. Premier emploi dans l'industrie financière, pour aller chez Morgan Stanley à New York et rejoindre le bureau d'adoption. Le premier jour, je me suis assis, j'ai ouvert le livre de négociation et j'ai constaté qu'il manquait quelque chose. Manquait. Je me suis donc retourné et j'ai demandé à mon desk quand. J'ai demandé où était le rapport Vega-Vega. Laissez-moi vous montrer. Voilà pour l'histoire. Je ne vais évidemment pas vous raconter l'histoire de Pi ou la vie de Pi. Pi. Ce n'est pas une histoire financière. Le reste de l'histoire, alpha, bêta, delta, gamma, θ, vous l'apprendrez dans les cours de Peter, Kumbom et Vasily. Je vais donc vous parler de Vega. Je vais donc parler de Vega. D'ailleurs, avant de vous raconter l'histoire, qu'est-ce que Vega a d'unique dans cette liste? Vega dans cette liste? Audience, ce n'est pas une lettre grecque. Jack Ixia, ce n'est pas une lettre grecque. C'est vrai. Alors je me suis retourné et j'ai demandé à mon bureau quand, et j'ai dit, où est le rapport Vega? Mais combien d'entre vous savent ce qu'est un Vega? Ok, beaucoup le savent. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, il s'agit d'une mesure concernant un livre ou un portefeuille. Qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une mesure de la sensibilité d'un livre, d'un portefeuille ou d'une position à la volatilité. D'un portefeuille ou d'une position à la volatilité. Qu'est-ce que la volatilité? Encore une fois, vous apprendrez en termes rigoureux ce qui a été défini en mathématiques. Défini en mathématiques. Mais il s'agit en fait d'une mesure ou d'une indication de la volatilité, ou de l'écart type d'un prix, qui peut varier dans le temps. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant. Je ne vous poserai pas de questions plus tard.
Alors mon desk quand m'a regardé et m'a dit « C'est censé être un bureau de trading d'options », alors il m'a regardé d'un air perplexe. Il m'a regardé d'un air perplexe. Au lieu de répondre à ma question, il m'a remis un manuel de formation pour les nouveaux employés et les nouveaux analystes. Manuel de formation pour les nouveaux employés et les nouveaux analystes. J'ai donc ouvert le manuel de formation et je l'ai parcouru. J'ai trouvé ma réponse. En fait, chez Morgan Stanley, cela ne s'appelle pas Vega, mais Kappa. Maintenant, je me souviens qu'il faut l'appeler Kappa. Kappa est en fait une lettre grecque. De plus, sur la même page, il y avait une note de bas de page que j'ai copiée. Il s'agit de la note de bas de page expliquant pourquoi Morgan Stanley s'appelle Kappa. Kappa est également appelé Vega par certains traders incultes de Salomon Brothers. C'est de là que je suis venu. Je viens de m'y inscrire. Ils ont pris Vega pour une lettre grecque après avoir joué. À Vegas. Bref, c'était mon premier jour. Alors évidemment, j'ai appris à appeler Kappa très vite, parce que je venais de Salomon Brothers. Et je l'appelle Kappa depuis 17 ans, mais vous entendrez des gens l'appeler Kappa. Année, mais vous entendrez des gens l'appeler Vega. Évidemment, j'ai probablement plus de personnes qui l'appellent Vega. Quoi qu'il en soit, voilà donc mon premier jour chez Morgan Stanley. Mais pourquoi vous ai-je raconté cette histoire? Qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? Cette histoire est en fait, quand on y pense, la finance mathématique ou quantitative est un domaine assez nouveau. Beaucoup de ces termes ont été introduits récemment. Et le modèle d'évaluation des options, comme vous le savez, a été introduit dans les Black-Scholes dans les années 70. Peut-être fait un peu plus tôt. Mais ce n'est pas comme si la finance était une profession quantitative au départ. Quantitatif au départ. Ce à quoi nous avons assisté au cours des 30 dernières années, c'est à une véritable transformation de la profession de trader, à partir de personnes pour la plupart sous-éduquées. De la profession de trader à partir de traders pour la plupart sous-éduqués. Certains d'entre eux ont rejoint les entreprises dans la salle du courrier et sont devenus traders par la suite. C'est le parcours typique d'une typique. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans la salle des marchés, vous discutez avec les traders. La plupart d'entre eux sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures et quelques-uns ont une formation très poussée en mathématiques et en informatique. Qu'est-ce qui a donc changé au cours des 20 ou 30 dernières années? Personnellement, j'étais probablement l'un des points de données qui a connu ce changement. Et je ne m'attendais certainement pas à faire cela lorsque j'étais au MIT, mais je l'ai fait au cours des 20 dernières années. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'avant de vous plonger dans les détails des mathématiques, ou de tout concept financier dans ce cours, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un domaine développé au cours des 30 dernières années, voire moins. Et ce dont vous avez vraiment besoin pour poser des questions n'est pas vraiment de savoir si les mathématiques sont justes ou fausses, mais plutôt si elles sont justes ou fausses en physique. Donc, comment les concepts sont établis, définis et vérifiés? Parce qu'il s'agit d'un domaine, la transformation des participants, des produits, des modèles, de la méthodologie, tout change très rapidement. Même de nos jours, ces changements se poursuivent. Sur ce, je vais vous donner quelques informations sur la façon dont les marchés financiers ont commencé, et c'est vraiment le point le plus important. Et c'est vraiment la partie historique de ce secteur. Ainsi, lorsque nous parlons de marché, nous savons que dans les premiers temps, les gens ont besoin d'échanger des biens. Tu as quelque chose que je n'ai pas, j'ai quelque chose que tu n'as pas, donc il y a des échanges.
Ensuite, le marché s'est centralisé. Il y a des bourses de valeurs, des bourses de contrats à terme dans le monde entier où ces produits seront échangés. Il existe des bourses de valeurs, des bourses de contrats à terme dans le monde entier où ces produits sont cotés en tant que valeurs mobilières. C'est une façon d'échanger qui est centralisée. Évidemment, au cours des 10 ou 15 dernières années, nous avons maintenant les ECS, les plateformes électroniques. Le volume des transactions est encore plus important. De ces transactions, les produits financiers ne sont donc qu'une forme de négociation parmi d'autres. Il existe de nombreux autres moyens de négociation en dehors des bourses. L'une d'entre elles, appelée OTC, over the counter, signifie que deux contreparties conviennent d'effectuer une transaction sans vraiment être soumises aux règles de la bourse ou à la négociation sous-jacente. Sans être réellement soumises aux règles de la bourse, ou l'accord de négociation sous-jacent n'a pas besoin d'être un produit titrisé, ou standardisé, ou quelle que soit la façon dont vous le définissez. De la définition que vous en donnez. Les différentes régions ont également des bourses et des marchés différents. Et ils se spécialisent généralement dans les produits locaux, les actions d'entreprises locales, les obligations locales et les devises locales. Monnaie locale. Il existe donc de nombreuses formes différentes. Alors, encore une fois, qu'y a-t-il de commun? C'est la question que vous devez vous poser. De plus, vous ne connaissez pas les détails. Les devises, l'argent lui-même, font également l'objet d'échanges. Et c'est là que différentes devises émises par différents pays. Ainsi, lorsque nous parlons d'échanger des actions, il y a aussi des gens qui échangent des paniers d'actions, qui échangent des groupes d'actions ensemble, et c'est ce que l'on appelle les indices boursiers. C'est ce qu'on appelle l'indice boursier ou les indices boursiers. Il existe donc différents types de produits. Comment les actions sont-elles cotées en bourse? Elles passent par le processus d'introduction en bourse IPO. Ainsi, lorsqu'une entreprise passe du statut de société privée à celui de société publique, elle passe par ce processus d'introduction en bourse. Processus d'introduction en bourse. C'est ce qu'on appelle le marché primaire, la cotation primaire. Et une fois que l'action est cotée en bourse et qu'elle est échangée sur le marché, nous l'appelons marché secondaire. C'est donc après le marché primaire. Les actions sont l'une des formes de négociation ou l'une des formes de produits financiers. Quelles sont les autres formes? Quelles sont les autres formes? Les prêts. En fait, les produits de dette sont plus génériques que les produits d'action. Quand on y réfléchit, à quoi sert vraiment la finance? Il s'agit en fait de quelqu'un a de l'argent, quelqu'un n'en a pas. Quelqu'un a de l'argent à prêter, quelqu'un a besoin d'emprunter de l'argent. C'est ce qu'on appelle le prêt. Le prêt est en fait un accord privé entre deux ou plusieurs contreparties. Lorsqu'ils sont titrisés, ils deviennent des obligations. Et quand on regarde les obligations, chaque gouvernement émet une dette souveraine importante. Ainsi, le gouvernement américain a un encours important de dette du Trésor américain, obligations, billets, etc. Ainsi, le gouvernement américain a d'importants encours de dette du Trésor américain, des obligations, des notes, des billets. Les entreprises ont également émis un grand nombre de produits de dette. Beaucoup de produits d'emprunt. Elles empruntent de l'argent lorsqu'elles ont besoin de construire une nouvelle usine ou de s'agrandir. Nouvelle usine ou de s'agrandir. Les universités empruntent de l'argent. Lorsque le MIT doit construire un nouveau bâtiment, une partie de l'argent provient du fonds de dotation, une autre d'une autre forme de budget de recherche ou d'une autre source de financement.
de la dotation, d'une autre forme de budget de recherche ou d'un financement par emprunt. D'une autre forme de budget de recherche ou d'un financement par emprunt. Il suffit d'emprunter auprès du public, les gouvernements locaux, les États, les comtés, même. Il existe donc différentes formes de financement. Voilà pour ce qui est du produit. Les matières premières, en fait, vous savez. Les métaux, l'énergie, les produits agricoles sont échangés, la plupart du temps sous forme de contrats à terme et certains sous forme physique, ce qui signifie que vous prenez des livraisons. Livraison. Lorsque vous achetez et vendez, vous construisez un entrepôt pour les recevoir. Vous expédiez un réservoir pour le stocker au-dessus de l'océan. Quant à l'immobilier, il s'agit d'acheter et de vendre des maisons. La crise financière de 2008, si vous vous renseignez sur la crise financière de 2008, vous verrez qu'elle a beaucoup à voir avec le marché immobilier, les prêts hypothécaires et les titres adossés à des actifs. Et les titres adossés à des actifs. Je n'essaie donc pas de vous donner toutes les définitions, de vous abreuver d'informations. L'information. Mais j'aimerais que vous l'entendiez au moins une fois aujourd'hui. Vous pourrez ensuite lire ce qui vous intéresse sur le côté. Les titres adossés à des actifs, asset-backed security, sont donc des titres de créance avec l'actif en garantie. Comment évaluez-vous le niveau de risque de l'actif et quel est le flux de revenus? Flux de revenus, flux de trésorerie? Avant la crise financière de 2008, comme vous l'avez entendu, un grand nombre de CMBS ont été émis. De CMBS, en fait, il s'agit de titres adossés à des biens immobiliers commerciaux, des titres hypothécaires, ainsi que des titres résidentiels. Et à la suite de tout cela, vous avez probablement beaucoup entendu parler des produits dérivés. Cela a commencé avec les swaps, les options. Et la structure des produits est devenue plus sur mesure pour les investisseurs ou les emprunteurs, qui peuvent ainsi structurer les produits de manière à répondre à leurs besoins. De répondre à leurs besoins. La complexité de ces produits structurés devient très complexe, et les mathématiques impliquées dans la fixation de leur prix et la gestion des risques deviennent un véritable défi. Pour en revenir aux acteurs du marché, un grand type d'acteur est en fait la banque. Après la loi Glass-Steagall de 1933, il existait essentiellement deux types de banques. Banque. L'une est appelée banque commerciale, l'autre banque d'investissement. La banque commerciale. La banque commerciale est censée accepter des dépôts et prêter de l'argent, ainsi que d'autres services commerciaux. Services commerciaux. La banque d'investissement est censée se concentrer sur les marchés financiers, la levée de capitaux, le négoce et la gestion d'actifs. Mais évidemment, après 1999, le Glass-Steagall a été abrogé. Ce n'est plus le cas. Certains accusent ce système, probablement pour une très bonne raison, d'être à l'origine de la crise financière de 2008. Mais je voudrais vous dire comment les banques d'investissement sont organisées. Vasily vient de mentionner qu'il travaille dans le secteur des titres à revenus fixes. Les banques sont donc généralement organisées en fonction des activités institutionnelles et la gestion d'actifs. Ainsi, au sein de la clientèle institutionnelle, il y a généralement trois parties principales. Les titres à revenus fixes, qui négocient la dette, et les produits dérivés. Les produits dérivés. Les actions, qui négocient les actions et les produits dérivés. Et la division IBD. Pour Investment Banking Division, qui couvre la finance d'entreprise, la mobilisation de capitaux, l'introduction en bourse, les fusions et acquisitions, et la gestion des risques.
la levée de fonds, l'introduction en bourse, les fusions et acquisitions et le conseil. Voilà comment les banques sont organisées. En dehors des banques, d'autres acteurs, essentiellement les gestionnaires d'actifs, représentent évidemment une force très importante sur les marchés financiers. La question que beaucoup de gens se posent est donc la suivante, s'agit-il d'un jeu à somme nulle? Je suis sûr que vous l'avez entendu à maintes reprises. Sur les marchés financiers, certains gagnent, d'autres perdent. Perdent. Souvent, cela dépend des produits spécifiques que vous négociez, du marché sur lequel vous vous trouvez. Marché. La plupart du temps, c'est un résultat net nul. Mais pourquoi avons-nous besoin des marchés financiers? Cela revient à ce que j'ai décrit précédemment. Parce que quelque chose existe en fait, il y a un besoin. Il s'agit en fait de la nécessité de jeter un pont entre les prêteurs et les emprunteurs. Il s'agit en fait d'une relation essentielle. Ainsi, les investisseurs, qui ont de l'argent ont besoin d'un meilleur rendement, d'un meilleur intérêt. Dans le contexte actuel, un compte d'épargne ne rapporte pas grand-chose. Pas grand-chose. Il faut donc prendre plus de risques pour générer plus de rendement, ou bien vous avez des CD à plus long terme, d'autres types de produits, ou vous négociez des actions. Ainsi, quand quelqu'un a de l'argent, quand on négocie des actions, on achète essentiellement, vous achetez une action, vous donnez l'argent quelque part. Il est censé aller à l'entreprise. L'entreprise utilise l'argent pour générer un meilleur rendement. Et pour les emprunteurs, quiconque a besoin d'argent doit avoir accès au capital. Il est donc évident que les risques varient d'un emprunteur à l'autre. Certaines personnes empruntent de l'argent et ne reviennent jamais. Ils ne génèrent donc jamais de rendement ou ne remboursent même pas le capital. Le commerce entre les prêteurs et les emprunteurs est donc, encore une fois, essentiellement le principal moteur des marchés financiers. Quelques mots encore sur les acteurs du marché. Les banques et les soi-disant courtiers jouent le rôle de teneurs de marché. Qu'est-ce que la tenue de marché? Lorsque vous ou un utilisateur final se rend sur le marché, veut acheter ou vendre, en général, s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas vraiment de correspondance. Et certains des produits que vous voulez acheter ou vendre ne sont pas nécessairement liquides. Les négociants interviennent donc entre les deux et vous proposent un prix. Ils disent, d'accord, vous voulez acheter ou vendre. Je peux vous indiquer le titre. Je vous fais un prix. 9900, c'est mon offre. 9500, c'est mon offre. C'est donc le prix auquel je suis prêt à acheter ou à vendre. Mais ce qui résulte de l'échange, c'est que le revendeur prend l'autre côté de votre échange. L'autre côté de la transaction. Il prend donc le risque principal, dans ce cas. C'est donc la différence entre les dealers et les brokers. Les courtiers ne prennent pas vraiment de risque principal. Si vous voulez acheter ou vendre quelque chose, si je suis courtier, je ne vous fais pas de prix. Je m'adresse aux faiseurs de marché. En fait, je mets deux personnes en contact, je les mets en relation, je fais en sorte que la transaction se fasse. Se produire. C'est ainsi que je gagne une commission. C'est donc le rôle d'un courtier. Il est évident qu'il existe des investisseurs individuels, des investisseurs de détail, ce qui signifie la même chose. Les fonds communs de placement, qui gèrent l'argent des investisseurs publics, généralement dans le cadre d'une loan only. Long signifie que vous achetez quelque chose. Vous ne vendez donc pas vraiment à découvert un titre particulier. Un titre particulier.
Les compagnies d'assurance disposent d'actifs importants. Elles doivent générer un rendement, un flux de trésorerie pour répondre à leurs besoins en matière de responsabilité. Générer des flux de trésorerie pour répondre à leurs besoins en matière de responsabilité. Elles doivent donc investir. Et les fonds de pension. Fonds de pension, c'est la même chose. Plus l'inflation augmente, plus ils doivent verser de l'argent aux retraités. Retraités, alors, où trouver le rendement? Les fonds souverains, de la même manière, fonds de dotation, ils sont tous dans la même situation, ils ont du capital et doivent le déployer et d'obtenir un meilleur rendement. L'autre type d'acteurs, les fonds spéculatifs. Combien d'entre vous ont entendu parler des hedge funds? Hedge funds? D'accord, c'est bien. Presque tout le monde. Et Peter a mentionné qu'il avait travaillé dans un fonds spéculatif. Il existe donc différents types de stratégies que j'aborderai un peu plus en détail. Mais les fonds spéculatifs jouent un rôle dans le marché, ils trouvent essentiellement des opportunités de profiter d'un positionnement ou d'une tarification inefficace sur le marché, et ils ont donc différentes stratégies. Les fonds de capital investissement sont un autre type de fonds. Ils cherchent essentiellement à investir dans des entreprises, soit en les privatisant, soit en investissant sous forme de capital investissement pour. D'améliorer la rentabilité de l'entreprise et de la rattraper. Et les gouvernements ont évidemment un impact considérable sur le marché. Ainsi, nous savons que lors de la crise financière, les gouvernements sont intervenus. Et ce n'est pas tout, dans les conditions normales du marché, le gouvernement a toujours un rôle à jouer. Marché normal, le gouvernement a toujours un impact très important sur le marché, parce qu'il est le marché, parce qu'ils sont les décideurs politiques. Ils décident des taux d'intérêt et de la courbe des taux d'intérêt. La courbe des taux d'intérêt. Les différentes politiques qu'ils mettent en œuvre génèrent évidemment des perspectives différentes pour les marchés futurs, et donc pour la rentabilité. Des perspectives différentes pour les marchés futurs, et donc pour la rentabilité. Ensuite, les couvertures et le passif de l'entreprise. Les couvertures et le passif. Lorsque les entreprises empruntent de l'argent, elles créent un certain risque. Elles doivent donc être sensibles au changement du marché. Ainsi, pour résumer les types de transactions, je dirais que le premier type est en fait une simple opération de couverture. Le premier type est en fait une simple couverture. Cela signifie que vous n'ajoutez pas de risque de manière proactive à ce que vous avez. Vous avez déjà une certaine exposition. Prenons un exemple. Supposons que vous empruntiez de l'argent, que vous achetiez une maison et que vous ayez donc un prêt hypothécaire. Donc, disons qu'il s'agit d'un prêt hypothécaire à taux variable. Vous craignez que les taux d'intérêt n'augmentent. Vous craignez une hausse des taux d'intérêt, vous pouvez donc bloquer ce taux dans un format à taux fixe. Ou vous pouvez trouver des moyens de couvrir votre exposition. Ou encore, votre entreprise perçoit d'importants revenus en provenance d'Europe. Vous avez donc des euros, vous recevez des euros, mais vous ne savez pas si l'euro s'appréciera par rapport au dollar américain à l'avenir ou s'il s'affaiblira. Mais si vous pensez qu'il sera plus faible, vous voudrez peut-être le couvrir, c'est-à-dire vendre des euros et acheter des dollars. L'euro et acheter des dollars américains. C'est le type de couverture. Le deuxième type, comme je l'ai mentionné, est celui du teneur de marché.
Le teneur de marché prend également le risque principal, mais la principale source de risque est le risque de crédit. Le teneur de marché prend également le risque principal, mais sa principale source de profit est de gagner l'offre d'achat. Je vous ai donné l'exemple 90-100 pour l'offre, 95-100 pour la demande. C'est donc de cela que le teneur de marché essaie de profiter. Mais il est évident qu'il y a des risques résiduels dans le carnet. Toutes les transactions ne sont pas à parier. Toutes les transactions ne sont pas à parier. C'est donc au teneur de marché qu'il revient d'optimiser ce groupe de transactions. La plupart des La plupart des courtiers de la banque sont des teneurs de marché. Dans la nouvelle réglementation, évidemment, le trading pour compte propre est, n'est-ce pas? La négociation pour compte propre est, n'est-ce pas? Le troisième type est donc le trader pour compte propre, le preneur de risque. Il s'agit donc des hedge funds ou certains gestionnaires de portefeuille. Ils doivent se concentrer sur la génération de rendement et contrôler le risque. C'est là qu'intervient le concept de bêta et d'alpha. Ainsi, si vous êtes un gestionnaire de portefeuille, le concept de bêta et d'alpha entre en jeu. Si vous êtes un gestionnaire de portefeuille, certains vous diront de ne pas vous inquiéter. Ne choisissez pas d'action. Action. Achetez simplement le fonds indiciel S&P 500. C'est très bon marché. Vous pouvez payer très peu de frais pour le faire. Pour le faire. C'est vrai. Mais si vous voulez battre l'indice S&P 500, supposons que nous appelons le fonds indiciel S&P 500, c'est l'actif B. Donc, le rendement de ce fonds, R du B. C'est un rendement de l'indice. Et l'actif B. Donc, le rendement de cet actif, R du B. C'est le rendement de cet indice. Maintenant, vous avez un portefeuille A. Permettez-moi donc d'expliquer un peu plus en détail comment chaque type de transaction se produit. Ainsi, lorsque nous parlons de couverture, j'ai mentionné l'exemple des devises. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Beaucoup de gens émettent des obligations ou émettent une dette. L'exemple que je vais vous donner est celui d'une entreprise australienne. Les taux d'intérêt étant plus élevés en Australie qu'au Japon, les gens préfèrent généralement emprunter de l'argent au Japon, parce qu'ils paient des frais de gestion plus élevés. Emprunter de l'argent au Japon, parce que les intérêts sont moins élevés. Et ils l'investissent en Australie. Le taux d'intérêt y est plus élevé. Permettez-moi donc de vous poser une question. Qui peut me dire pourquoi les gens ne font pas cela toute la journée, emprunter de l'argent au Japon et l'investir en Australie? Le taux d'intérêt, je vous donne un exemple de la différence, est de l'ordre d'1 million d'euros. Vous donne l'exemple d'une différence d'environ 3,5% pour les taux de swap à 10 ans. D'environ 10 ans. Oui, allez-y, public. Jack Xia, d'accord. Parce que vous investissez dans le dollar australien. Le dollar australien.
le dollar australien peut s'affaiblir par rapport au yen. Vous pouvez perdre tous vos bénéfices, voire plus. De plus, si tout le monde joue le même jeu, lorsque vous essayez de sortir, vous subissez l'impact négatif de votre transaction. L'impact négatif de votre transaction. Disons que vous pensez que c'est le bon moment pour le faire, mais qu'à un moment donné, vous vous réveillez, vous vous dites, je pense que trop de gens font cela. Je veux me protéger moi-même. Alors, que faites-vous? Public? Jack Xia, oui. Vous essayez de verrouiller, n'est-ce pas? En gros, vous vendez des dollars australiens et vous achetez des yens japonais. Yens japonais. Ou, en ce qui concerne les conditions de taux d'intérêt, vous dites que vous paierez le dollar australien dans la partie swap et que vous recevrez le yen. Cela implique des opérations de change, des swaps de taux d'intérêt et des swaps de devises. Swap. Votre réponse concernant les contrats de change à terme est donc à peu près exacte, mais il est évident qu'elle implique un peu plus de travail dans l'exécution réelle. Implique un peu plus dans l'exécution réelle. C'est juste pour vous donner un exemple. Même si vous n'êtes pas un financier, vous travaillez dans l'entreprise. Vous devez savoir, même si vous n'êtes pas un financier, si vous travaillez dans l'entreprise, si vous faites de l'importation, de l'exportation ou si vous construisez une usine, quel est le risque, ce qu'est l'exposition au risque. Ainsi, la gestion des risques devient aujourd'hui une responsabilité assez répandue. Elle n'incombe pas seulement à la trésorerie de l'entreprise. C'est pourquoi c'est du côté de la couverture. Évidemment, si vous êtes Intel, par exemple, vous vendez beaucoup de puces à l'étranger. Et vos revenus, en fait, Intel a beaucoup de revenus à l'étranger en dehors des États-Unis. Donc, si le taux de change fluctue, si le dollar devient beaucoup plus fort, ils perdent de l'argent. Beaucoup plus fort, ils perdent de l'argent. Ils doivent donc réfléchir à la manière de couvrir les revenus produits à l'étranger. Revenus produits à l'étranger. Et évidemment, pour les importateurs-exportateurs, c'est encore plus évident. Et si vous une entreprise en achète une autre, vous devez couvrir votre exposition potentielle aux devises et vos taux d'intérêt. Votre risque de change et votre risque de taux d'intérêt. Et quoi qu'il en soit l'actif, le passif ou le bilan, vous devez couvrir votre exposition. L'exposition. Nous avons donc parlé de l'activité de couverture. Parlons maintenant de la tenue de marché. S'il s'agit d'un produit simple et transparent, tout le monde sait à peu près où se trouve le prix. Ainsi, si vous achetez des actions Apple, je pense que beaucoup de gens savent à peu près où se situe le prix. Ainsi, si vous achetez des actions Apple, je pense que beaucoup de gens savent à peu près où elles se situent. Il se peut même que vous l'ayez sur votre téléphone portable. Vous l'avez peut-être même sur votre téléphone portable, vous savez où se trouve cette action.
Mais si ce n'est pas transparent, que faites-vous? Au lieu de vous demander où se trouve Apple, vous allez probablement me dire 495 $ aujourd'hui. Audience, je ne sais pas vraiment. Jekshia, d'accord. Mais si je vous demandais plutôt quelle est l'option de base sur l'action Apple dans 2 mois? Dans 2 mois? Je vous donne un prix d'exercice, disons 500. Vous êtes donc probablement moins transparent. Le teneur de marché intervient donc pour fournir cette liquidité, puis prend le risque. Il gère le livre en équilibrant les valeurs grecques que j'ai mentionnées plus tôt. Delta, qui décrit la relation entre l'ensemble du livre et l'action sous-jacente ou la devise sous-jacente. Sous-jacente, ou à la devise sous-jacente, quelle qu'elle soit. C'est ce qu'on appelle un delta. Le gamma est en fait la variation du portefeuille. Prenez le dérivé au delta, ou au spot sous-jacent. Au spot sous-jacent. Il s'agit donc d'une dérivée de second ordre. Le delta est le premier ordre. Gamma, c'est donc la courbure ou la convexité qui entre en jeu. Et θ est vraiment, rien ne change sur le marché. Rien ne change dans votre position. La façon dont votre portefeuille de négociation transporte ou perd de l'argent. Et nous parlons de l'exposition à la volatilité et Vega. Et en plus de cela, quels sont les risques de queue? Quels sont les événements qui peuvent vous causer de gros problèmes? Les gens utilisent donc la valeur à risque. Vous entendrez donc ce concept de VAR dans certaines conférences, qui est aussi, évidemment, un concept très important. Je pense que Peter, ou Kumbom, probablement Peter enseignera. Ensuite, le capital. Quel est le montant du capital que vous utilisez? C'est une question très importante de nos jours. Et le bilan. Là encore, il y a l'actif et le passif. Quel est l'effet de levier? Quel est l'effet de levier? Quel est le niveau de l'effet de levier? Avant la crise, par exemple, de nombreuses banques avaient un effet de levier de 40 fois, ce qui signifie que lorsque vous avez $1, vous avez une exposition de 40 $. Cela signifie que lorsque vous avez $1, vous avez 40 $ d'exposition. Ainsi, lorsque le marché bouge un peu, vous êtes anéanti. C'est ce qui s'est amplifié lors de la crise financière de 2008. Et comment mesurer? Mesurer l'actif dans le bilan lorsque vous avez des produits dérivés plutôt qu'un simple notionnel? Notionnel simple?
C'est pourquoi de nombreux spécialistes des questions qualitatives préfèrent se concentrer un peu plus sur la prise de risque, parce que les gens ont entendu des histoires sur des cas réussis de certains fonds spéculatifs utilisant mathématiques élevées. Ils ont généré des rendements très impressionnants et semblent avoir un avantage. L'avantage. Aujourd'hui, les gens se concentrent donc sur les stratégies de négociation. Cela entre donc dans la catégorie du trading pour compte propre ou de la prise de risque. Vous pouvez donc simplement faire des stratégies de trading directionnel. Il suffit de prendre une position longue ou courte sur une action. C'est très simple. C'est ce qu'on appelle les good traders, les good feeling. Vous suivez votre instinct. Vous ne réfléchissez même pas. Vous dites, je mange du curry aujourd'hui, alors je suis long. Je mange du riz. Demain, alors je prends une position courte. Il s'agit donc d'arbitrage. L'arbitrage consiste en fait à trouver les relations entre les prix et à essayer de profiter de ces relations erronées. De tirer profit de ces relations. C'est en fait très intéressant. Peu de gens se concentrent sur l'arbitrage, parce que beaucoup de gens sont des traders instinctifs. Peu de gens se concentrent sur l'arbitrage, parce que beaucoup de gens sont des traders à l'instinct. Il s'agit essentiellement d'observer son propre marché. Vous vous contentez essentiellement de surveiller votre propre marché. Vous ne vous souciez pas vraiment de ce qui se passe. Si vous négociez de l'or aux États-Unis, le prix de l'or en Asie et en Europe a de l'importance, parce que vous négociez la même chose. Si les prix ne sont pas les mêmes, vous pouvez profiter de la différence. Et ce n'est qu'un simple exemple. Mais un prix au comptant par rapport à un prix à terme, c'est une relation déterministe. Il s'agit d'une relation mathématique. Relation mathématique. Si cette relation s'effondre, vous pouvez également en tirer profit. Il existe donc de nombreux exemples de relations mathématiques qui offrent des possibilités d'arbitrage. D'arbitrage. L'autre type est appelé value trader, ou stratégie de valeur relative. Il s'agit d'une relation mathématique déterministe et temporaire. Vous regardez à plus long terme dans un plus long terme, en essayant de déterminer quelle est la valeur sous-jacente d'un instrument, puis on négocie sur la base de la valeur relative. Il est évident qu'il existe des investisseurs de valeur qui ont réussi. Qui ont réussi. Quant aux traders systématiques, ils construisent des modèles informatiques. Un exemple est le suivi de tendance, il suffit de suivre la tendance des prix. Cette stratégie a été efficace pendant un certain temps, mais quand beaucoup de gens font la même chose, cela devient beaucoup moins efficace. Ou encore le momentum, c'est la même chose. Stato, trouver une relation statistique entre un grand nombre d'actions, puis négocier à une fréquence plus élevée. Et l'analyse fondamentale, qui consiste à essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Monde. Quelle est la balance commerciale? Quel est le potentiel de gain d'une entreprise? Quelle est la balance commerciale d'un pays? Qu'est-ce qu'un changement de politique? Que signifie?
lorsque la Réserve fédérale annonce qu'elle va réduire l'assouplissement quantitatif. Le marché boursier dans son ensemble s'est effondré au cours des 2 derniers mois, en particulier les actions en Inde, au Brésil et en Indonésie. Comment cela se fait-il? Il faut donc passer par l'analyse fondamentale. Et il y a des situations particulières. Certaines entreprises traversent des difficultés particulières, les actifs sont évalués à un prix très bas. Bon marché. Il existe donc des sociétés, vous avez probablement entendu parler de Bain Capital et de bien d'autres, qui se concentrent sur le capital investissement et les situations spéciales. Bain Capital et bien d'autres encore, qui se concentrent sur le capital investissement et les situations spéciales. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec les mathématiques? Où les mathématiques interviennent-elles? Comment les mathématiques sont-elles utilisées? Comment utilise-t-on les mathématiques? J'aimerais vous en présenter quelques aspects. D'après mon expérience personnelle, j'ai rejoint le marché et j'ai commencé à travailler sur des modèles de tarification. Modèles de tarification. C'est donc le premier domaine. Les mathématiques sont très efficaces, car lorsque vous, votre banque, votre entreprise, souhaitez acheter des instruments financiers, vous devez savoir où se situe le prix. Il est facile d'observer une action sur le marché, mais lorsqu'il s'agit de produits plus complexes, il faut savoir où se situe le prix. Mais lorsqu'il s'agit de produits plus complexes, il suffit d'avancer d'un pas dans la complexité, c'est-à-dire l'option. Il faut savoir comment fixer le prix d'une option. C'est donc là que les mathématiques entrent en jeu, c'est là que les mathématiques entrent en jeu. Il faut être capable de résoudre des équations différentielles pour obtenir un modèle de prix. Ensuite, il faut évidemment ajuster les hypothèses pour s'adapter au marché. Ainsi, le modèle de tarification. Modèle de tarification dont Vasily et nombre de ses collègues peuvent vous en dire plus. Un domaine très intéressant et stimulant. Comment fixer le prix de tous ces instruments? Et lorsque je parle de tarification, il ne s'agit pas d'une définition étroite qui consisterait simplement à fixer le prix. Prix. Lorsque vous construisez un modèle de tarification, vous générez également les paramètres de risque de ces instruments et la manière dont vous les gérez. Paramètres de risque de ces instruments et comment les gérer. Cela nous amène à la deuxième partie. Les mathématiques sont donc très utiles dans la gestion des risques et je vous donnerai quelques questions, pas un quiz, après cette diapositive. Question après cette diapositive. Vous pouvez constater que la gestion des risques est en soi très difficile. Il ne s'agit pas d'une question purement mathématique, mais les mathématiques jouent un rôle très important pour quantifier le degré d'exposition. Important pour quantifier le degré d'exposition. Le troisième point concerne les stratégies de négociation. Là encore, je pense que beaucoup de personnes ayant une formation en mathématiques. Maths, ou en général, recherchent ce que l'on appelle le saint graal des stratégies de trading. Le saint graal de la stratégie commerciale. C'est un peu comme les machines à mouvement perpétuel, que les gens recherchaient il y a 100. Il y a 100. Il suffit de la mettre en marche. Elle gagne de l'argent toute seule. Vous allez dormir, vous partez en vacances, vous revenez, vous avez plus d'argent sur votre compte en banque. Vacances, vous revenez, vous avez plus d'argent sur votre compte en banque. Évidemment, cela n'arrivera pas. Le robot tradé, un trader robotisé, est un rêve. Il a sa place ou son utilité, mais c'est un marché qui évolue rapidement. Marché qui évolue rapidement. Vous devez constamment mettre à jour vos recherches et ajuster vos stratégies. Vos stratégies. Il n'y a rien de tel que de construire un robot et de le laisser seul.
Pour toujours. Mais je tiens à le mentionner parce que, vers la fin du mandat, vous aurez peut-être l'impression que j'ai trouvé une solution pour vous aider. Vous vous direz, j'ai trouvé cette stratégie de trading géniale. Je pense qu'elle va vous rapportera de l'argent pour toujours. N'hésitez pas à me le faire savoir avant. Audience, et moi en second. Professeur, je vais donc laisser un peu de temps à Vasily. En fait, il peut vous donner quelques exemples de projets des étudiants de l'année dernière qui sont venus à ce cours et qui ont fait de vraies applications réelles chez Morgan Stanley. Mais avant de passer la parole à Vasily, permettez-moi de vous poser quelques questions. Quelques questions. Je ne veux pas vraiment vous interroger, mais simplement vous donner une idée de la façon dont les mathématiques, l'intuition et le jugement peuvent s'intégrer dans votre vie quotidienne. Comment les mathématiques, l'intuition et le jugement peuvent se rejoindre? Laissez-moi d'abord vous donner un exemple que j'appelle l'aversion au risque. Vous êtes face à deux choix, le choix A et le choix B. Choix, le choix A et le choix B. Le choix A signifie que vous avez 80 chances de perdre 500 $. Vous avez 20% de chances de gagner 500 $. C'est assez clair, n'est-ce pas? C'est le choix A ou. Le choix B, c'est-à-dire que vous avez 100% de chances de perdre 280 $. Permettez-moi de vous demander, pour ceux qui choisissent le choix A, de lever la main. 1, 2, 3, 4. Environ 6 sur 10 ont 50. Puis-je vous demander pourquoi vous pensez que le choix A est judicieux? Audience, je sais que la valeur attendue est plus faible, mais j'aime jouer et je préfère prendre le risque de. Jack Xia, c'est vrai, parce que vous ne voulez pas immobiliser cette perte de 280 $, n'est-ce pas? Cela, ou bien vous avez encore 20% de chance de gagner. Pour ceux qui ont levé la main pour le choix, y a-t-il d'autres raisons? La même raison. Public Jack Xia, je suppose que le reste d'entre vous choisira le choix B, à moins que vous ne soyez ni l'un ni l'autre. Comment? Vous êtes nombreux à avoir choisi le choix B? Vous êtes nombreux à avoir choisi le choix B? Le choix B. Et y a-t-il des gens qui pensent que ni l'un ni l'autre n'est bon? Vous devez choisir. Vous devez choisir. Non, vous devez choisir. Donc, soit le choix A, soit le choix B. Permettez-moi d'en parler un peu. Encore une fois, je n'essaie pas de vous dire lequel des deux est le bon, mais je vous fais part de mes réflexions sur la façon dont nous les considérons. Juste, mais je vous fais part de mes réflexions sur la façon dont nous envisageons ces questions. Pourquoi parle-t-on d'aversion au risque? Il s'agit d'un comportement humain très courant. Lorsque vous allez sur le marché, vous achetez une action. Lorsque l'action monte, qu'elle rapporte un peu d'argent, la tendance naturelle d'argent, la tendance naturelle, surtout pour quelqu'un qui est nouveau sur le marché, est de prendre des bénéfices. Vendons. Oh, j'ai gagné 1000 $. J'ai gagné 500 $. Allons manger un bon repas ou n'importe quoi d'autre. Achetons un iPad. Mais lorsque l'action perd de l'argent, quelle est la tendance naturelle? Public Jack Xia, CE. Audience. Jack Xia, je pense que la tendance naturelle, c'est que beaucoup de gens gardent leurs actions. Je pense que si vous avez la discipline pour sortir, c'est très bien. Le trading, c'est vraiment une question de gestion du risque, de discipline et de gestion des pertes. Discipline et comment gérer ses pertes.
La tendance naturelle de beaucoup de gens est la suivante, je pense qu'il y a 20% de chances de revenir, et je vais gagner 500 dollars de plus. De plus. Pourquoi voudrais-je me bloquer pour m'arrêter à 280? Donc, même si la valeur attendue, je pense que beaucoup de gens ont dit, vous perdez la valeur attendue, qui est de 300 dollars dans le choix. Valeur attendue, qui est de 300 dollars dans le choix A. Mais vous ne choisiriez quand même pas le choix B, parce que vous ne voulez pas bloquer la perte de 280 dollars. Encore une fois, je n'essaie pas de vous faire croire que l'un ou l'autre est bon ou mauvais. De savoir lequel est bon ou mauvais, mais réfléchissez Y. Il s'agit donc d'un comportement qui, mathématiquement, n'a peut-être pas de sens, mais que beaucoup de gens aimeraient le faire. En outre, lorsque vous y réfléchissez, cela dépend de votre situation. Disons que vous pensez que le marché. Je vous redonne l'exemple des actions. Si vous ne suivez pas purement la discipline du stop-loss, mais que vous pensez que l'image fondamentale a changé, vous pensez vraiment que l'action ne devrait plus monter. Il est évident qu'à n'importe quel niveau, vous devez sortir, quelle que soit l'ampleur de la perte que vous enregistrez. Mais si vous pensez que l'histoire fondamentale est encore très solide, vous devriez réfléchir comme si vous n'aviez pas de position. À ce que vous fassiez ensuite, comme si vous n'aviez pas de position. Mais de toute façon, mathématiquement, je pense que c'est le MIT, tant de gens pensent mathématiquement où l'on choisirait le choix B, parce que c'est le choix B qui est le plus important. Choisirait le choix B, parce que c'est une faible attente, ce qui est logique. Logique. Mais je pense que si vous interrogez un public plus large, je pense que beaucoup de gens ne veulent pas vraiment. Veulent pas vraiment choisir le choix B, parce qu'ils ne veulent pas bloquer la perte. Donc, si vous voulez différencier cette fonction et obtenir une dérivée, alors cette dérivée sera assez bruyante. Ainsi, au lieu d'obtenir la vraie dérivée, vous pourriez obtenir quelque chose de très différent de deux dérivées, simplement parce qu'il y a une marge de confiance. Quelque chose de très différent de deux dérivées, simplement parce qu'il y a un intervalle de confiance autour d'un point. De confiance autour de n'importe quel point. Et évidemment, il y a un compromis ici aussi, parce que vous pouvez exécuter plus de chemins, utiliser plus de puissance de calcul, ce qui réduira votre intervalle de confiance. Intervalle de confiance. Vous saurez mieux où vous êtes, vous serez plus précis. L'autre solution pourrait être, si vous savez que votre fonction n'est pas trop concave et qu'elle est raisonnablement plate, d'effectuer le calcul de l'intervalle de confiance. Raisonnablement plate, vous pouvez effectuer la différenciation numérique sur un intervalle plus large. Fondamentalement, en réduisant l'importance de l'erreur, vous espérez arriver à une meilleure approximation. Il est donc évident qu'il existe un certain équilibre, et la question est la suivante, existe-t-il une taille de décalage optimale pour obtenir la dérivée? Et c'est ce que la diapositive a été corrompue. Diapositive a été corrompue. Il y a donc eu pas mal de mathématiques impliquées dans la minimisation et l'optimisation. Minimisation et d'optimisation. Il y avait une réponse. Et c'est en fait ce à quoi nous sommes finalement parvenus. Il s'agit d'un petit exemple, mais il vous montre que si vous utilisez une taille constante et non une taille optimale, ce serait votre dérivée numérique. Pas une taille optimale, ce serait la dérivée numérique de cette fonction bleue. Alors que si vous utilisez une taille de décalage optimale calculée, ce serait beaucoup plus lisse et beaucoup plus douce.
Permettez-moi de modifier légèrement la question. Le choix devient donc, au lieu des 80% de chances de perdre, 80% de chances de gagner 500 $ et 20% de chances de perdre 500 $. Perdre 500 $. Avec le choix B, vous avez 100% de chances de gagner 280 $. Qui choisirait le choix A? Encore une fois, une minorité de ce public. Disons moins de 10%. Qui choisirait le choix B? Le reste d'entre vous. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut choisir le choix A et me donner un argument pour le justifier? Jack Xia, oui. Quelqu'un veut-il me donner une raison pour le choix B? Audience, comment vous faites vos courses? Comment vous faites vos courses? Jack Xia, comment je fais mes courses? Oui. Yup. Eh bien, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je pense que nous pourrons un peu plus au cours de la classe. Je veux dire, le dernier jour du cours, j'espère que nous aurons une discussion beaucoup plus approfondie sur ce sujet. Ce n'est pas unique. La réponse, je pense qu'elle peut aller dans les deux sens, comme vous l'avez dit. Si votre compte en banque. Disons que vous êtes un étudiant de première année. Votre compte en banque est de 800 $. Votre choix sera très différent de celui d'une personne qui a déjà un compte en banque. Choix sera très différent de celui d'une personne qui a 100 000 $ sur son compte en banque. De plus, votre tolérance au risque, c'est-à-dire le montant de votre investissement, est un facteur déterminant. Et aussi, votre tolérance au risque, combien vous pouvez tolérer. Je ne vais pas vous dire si c'est bien ou mal. Mais sur ce point, permettez-moi de passer à autre chose et vous donner quelques devoirs. Avant de vous donner les devoirs, j'aimerais faire quelques commentaires. Quelques commentaires supplémentaires. Les gens apprennent-ils toujours de leurs expériences? En science, nous recueillons des preuves, nous construisons des modèles. Nous commençons par comprendre la physique. Nous construisons des modèles mathématiques, puis nous vérifions en physique en faisant des expériences. Nous construisons des modèles mathématiques, puis nous vérifions en physique en faisant des expériences. Mais s'agit-il du même processus d'investigation en finance? Les cycles de marché sont généralement très longs, mais les gens ont tendance à avoir la mémoire courte. Alors, comment les gens apprennent-ils vraiment de leurs expériences? C'est une question très intéressante. La tendance naturelle est d'extrapoler l'expérience historique. Que s'est-il passé en 2008? Les gens s'en souviennent encore. Que s'est-il passé dans les années 1970? Peut-être que certaines personnes se souviennent. Que s'est-il passé il y a 100 ans? Les gens ont donc tendance à extrapoler, à tirer des conclusions à partir d'une expérience très récente. L'opposition entre relations déterministes et relations statistiques est également très intéressante. Très intéressante. Lorsque vous essayez de négocier sur la base de ces relations, comment construisez-vous réellement des modèles? Le marché est-il vraiment efficace? Quelle partie est efficiente? Comment appliquer réellement ces théories dans votre gestion des risques ou vos activités de négociation au quotidien? Parfois, les gens ont tendance à simplifier à l'extrême. Ils se contentent de dire qu'ils peuvent modéliser ceci. C'est un paramètre important.
Un paramètre important. Je n'ai qu'à le prendre. Je vous mets donc en garde contre le fait que le domaine est très jeune et nouveau et qu'il s'agit souvent d'un art plutôt que d'une science. Souvent, c'est de l'art plutôt que de la science. Gardez donc cela à l'esprit, même si nous parlons des mathématiques dans la finance. Les mathématiques sont très puissantes et utiles en finance. Apprenez donc les mathématiques, apprenez d'abord la finance, mais gardez ces questions en cours de route lorsque vous apprenez pendant ce cours. Apprendre pendant ce cours. Les devoirs suggérés sont donc facultatifs. J'ai mentionné beaucoup de terminologie aujourd'hui. Allez sur le site web du cours, lisez ce que nous avons mis en place. Le site web du cours, lisez ce que nous avons mis en place pour le glossaire financier. Si vous ne comprenez toujours pas certaines choses, dressez votre propre liste de concepts financiers. Que vous pouvez chercher sur le web ou même nous demander. Mais je vous encourage à le faire. Mais je vous encourage à le faire. Vous préparera bien. Donc, c'est vraiment et lisez d'autres documents sur le travail de cours. Nous avons donc peut-être. Qu'en pensez-vous? Il nous reste environ 15 ou 12 minutes, je vais donc passer la parole à Vasily, puis nous pourrons peut-être laisser 5 minutes pour des questions. Vasily Strela, oui. Jack Ixia, oui, d'accord. Vasily Strela a mentionné cela, les échanges d'Apple, que maintenant c'est inaudible. Oui, juste quelques inaudibles. Eh bien, tout d'abord, sans vouloir offenser les personnes qui ont été inaudibles, mais je voulais juste donner un exemple de inaudible. Inaudible. Public. Vasily Strela parce qu'il travaillait dans notre groupe, et cela vous donnera une petite idée de ce dont nous allons parler et de ce que nous allons faire. De ce dont nous allons parler et de ce que nous faisons au quotidien, ou de ce qu'un stagiaire ou quelqu'un qui vient travailler à l'université peut faire. Stagiaire ou quelqu'un qui vient travailler dans cette industrie pourrait faire. L'un des projets sur lequel j'ai travaillé était l'estimation de la dérivée bruyante. La dérivée est appelée delta. Le delta est généralement la première dérivée d'une fonction. Et comme nous le verrons dans le cours, très souvent, pour obtenir un prix, vous le faites par Monte Carlo, c'est-à-dire en exécutant un grand nombre de trajectoires et en calculant la moyenne le long de ces trajectoires. Il s'agit donc d'une méthode statistique. Il est donc évident qu'il y a du bruit dans votre réponse à chaque fois. Mieux, c'est donc un exemple, et c'est ce qu'il a fait. Nous sommes en train de le mettre en œuvre dans nos systèmes et nous prévoyons de l'utiliser dans la pratique. Un autre projet était en fait très différent. Il concernait le commerce électronique et de mieux prédire les prix des devises et les taux de change. Et ce qui est amusant, c'est qu'il portait sur le rouble et le dollar américain. Le rouble et le dollar américain, car il était en fait destiné à notre bureau de Moscou. Bureau de Moscou. En fait, nous disposions d'une observation bruyante des données des courtiers, qui sortaient à différents moments non uniformes. Sortaient à différents moments non uniformes. En fait, à des moments aléatoires. Nous avons décidé d'utiliser le filtre de Kalman et d'étudier comment il pouvait prédire. Et c'est l'un des nous utiliserons cette stratégie et les filtres de Kalman qu'il a construits sur notre plateforme de trading électronique à Moscou. Ce ne sont là que quelques exemples que je voulais vous donner en guise d'avant-goût de ce dont nous allons parler dans ce cours. De ce dont nous parlerons en classe. Pour rappel, le site web est entièrement fonctionnel. Nous y avons mis des syllabes, une courte liste de littérature.
Nous y publierons de nombreux documents. Nous y publierons de nombreux documents. La plupart des conférenciers y seront probablement publiés. Les diapositives de GEC y sont déjà. Alors, des questions? Sur le site web pour les annonces ultérieures, mais vous pouvez aussi vous inscrire. Inaudible. Mais il est probablement plus facile d'inscrire votre adresse électronique sur la feuille d'inscription, afin que nous puissions vous envoyer des messages Vasilistre là. Oui, mais veuillez vous inscrire ici, parce qu'il y aura des annonces pour la classe. Des annonces à la classe. Merci infiniment.